Bonsoir. Eh bien, on va passer à la session que le CNCH fait en collaboration étroite avec le CCF, avec le Collège des cardiologues en formation. C'est une session de présentation de cas cliniques. Dans cette session, nous aurons 3 cas cliniques qui seront présentés, pour lesquels ensuite le jury délibérera, puisqu'il y aura un prix à l'issue de ces 3 présentations pour récompenser le premier, le deuxième et le troisième. Donc, je vais vous présenter quand même le jury, donc honneur aux dames. Donc, Pascal Chemaly, donc rythmologue, qui actuellement travaille à Massy et qui représente brillamment le Collège des cardiologues en formation. On a le grand plaisir de cette année d'accueillir plusieurs délégations donc francophones. Probablement c'est un galop d'essai avant des collaborations plus approfondies dans les années à venir. Le professeur Bénis, donc professeur de cardiologie à Casablanca, ancien président de la Société marocaine de cardiologie, et le professeur Abdoul Khan, donc professeur de cardiologie à Dakar et actuel président de la Société sénégalaise de cardiologie. Donc sans plus attendre, donc on va pouvoir commencer. Pascal, à toi. Alors, on commence par Tahar. Oui. Eh ben, on va commencer par Tahar Taleb, qui va nous présenter son cas clinique, qui est actuellement au Chesnay. Il est assistant au CH de Versailles, coronarographie. Bonjour à tous. Je vous rappelle que chaque présentation dure 10 minutes maximum et qu'il n'y aura pas de questions à la fin de chaque présentation. Alors, bonjour à tous et merci aux organisateurs. Donc, je vais vous présenter un cas qui est une coro à bras ouverts. Donc, c'est le cas de Madame V. Madame V, elle a 90 ans. Elle est en très bon état général. Elle pèse 60 kg pour une taille d'environ 1m50-55, donc un petit gabarit. Et elle nous a adressé par son cardiologue traitant pour un bilan prêt à vie. Dans ses antécédents, elle a une hypertension artérielle et un rétrécissement aortique serré symptomatique d'une dyspnée NYHA2, une Vmax donc à 4,8, un gradient moyen à 54, une surface à 0,6 indexée. Ses traitements habituels sont donc de l'aspirine et une triple thérapie par Coaprevel, Lercan. Elle a, dans le cadre du bilan, une coro par voie radiale droite qui montrait des lésions de l'IVA et de la coronaire droite. Et donc, il a été décidé, lors de notre staff, de la dilater avant de l'adresser pour son TAVI. Vous avez ici le film donc, de l'IVA où on voit la lésion juste après la première diagonale et une lésion de l'ostium de la coronaire droite un peu excentrée qui est donc sur cette deuxième vidéo. Donc elle est prévue en angioplastie une dizaine de jours plus tard, donc également par voie radiale droite. Si French, elle reçoit pendant la coronarographie 5000 unités d'héparine. Et puis l'angioplastie se passe bien. Alors j'ai oublié de préciser aussi, elle a eu bien sûr la charge en Plavix avant. L'angioplastie se passe très bien, elle a un stent dans la coronaire droite ostiale et un stent sur la bifurcation IVA diagonale avec un très bon résultat. Un hémocron pendant la procédure qui est à 270, et puis l'intervention se passe bien, assez rapide, et puis elle sort en salle de surveillance post-procédure. Et l'infirmière nous signale, peu de temps après, un hématome assez modéré, qu'on peut voir, et qui a juste nécessité un renforcement du pansement compressif. Le problème, c'est que 10 minutes plus tard, on nous rappelle, en disant que le bras a vraiment augmenté de volume, que le hématome s'est franchement majoré. Et l'infirmière qui s'en occupait a décidé de prendre les choses un peu en main et puis a décidé de comprimer franchement l'hématome. Et voilà un petit peu le résultat. On a eu une expression de l'hématome à travers la peau. Alors, quand on arrive, on se frotte un peu les yeux, on se dit bon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on comprime la radiale, bien sûr, parce que du coup, on a dû un peu déballer le pansement. On appelle les chirurgiens orthopédiques, on antagonise l'héparine.
Elle reçoit 2 grammes d'augmentin et puis elle passe au bloc quelques heures après pour un parachirurgical qui se passe bien, avec une suture plan par plan qui se passe bien. Elle a ensuite des soins locaux et puis un très gros pansement qui recouvre quasiment tout l'avant-bras, qui est surveillé par l'interne d'ortho qui passe quasiment tous les jours pour vérifier l'état de la cicatrice. Et puis finalement la cicatrice elle est plutôt jolie et puis une évolution qui se passe bien. Mais une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, elle développe un magnifique faux anévrisme qu'on découvre en fait en déballant le pansement. Alors il y avait un petit pansement compressif, mais on a essayé de mettre comme on a pu du fait de la cicatrice. Et donc c'est un faux anévrisme qui fait à peu près 3-4 cm sur 3 cm, qui est confirmé par l'échographie Doppler. Et on est embêté par ce faux anévrisme pour 2 raisons. Déjà la taille du faux anévrisme, et puis ensuite, comme vous voyez sur la deuxième photo, il y a des signes de souffrance cutanée qui du coup poussent un petit peu à la chirurgie. Donc on a appelé les chirurgiens vasculaires qui ont décidé de l'opérer donc une dizaine de jours plus tard. Alors vous avez ici les vues péropératoires et avec le faux anévrisme qui est ici. Donc elle a eu l'exclusion du faux anévrisme et puis voilà après la chirurgie, puis elle va plutôt bien et le bras a plutôt bien évolué. Donc voilà, juste pour vous rappeler, donc le pseudo-anévrisme, contrairement à l'anévrisme, c'est une rupture de continuité de la paroi et pas une déformation, contrairement à l'anévrisme vrai. C'est assez rare, c'est entre 0,03 et 0,09% des complications. Et les principaux facteurs favorisants sont la taille du stylet, l'âge qui est également décrit, donc plus de 60 ans, le sexe féminin, une anticoagulation systémique, des ponctions multiples et une compression inadéquate et une infection. Le diagnostic se fait par l'écho-Doppler. Et puis il y a 3 traitements qui sont validés, l'embolisation, la compression écho-guidée et puis la chirurgie. Voilà, merci à vous. Merci. Est-ce que dans la mesure où l'exposé n'a pas duré 10 minutes, est-ce que dans l'assistance, il y a quelqu'un qui veut poser une question ? Bernard ? Je ne veux pas poser une question, mais je veux attirer votre attention sur le fait que vous devez vous méfier des vieilles dames avec des peaux très fragiles. Quand il y a un hématome, il faut faire très attention de ne pas expurger l'hématome parce que la peau sèche facilement. C'est ça qui s'est passé chez cette patiente. Est-ce que tu as été surpris par le délabrement de... Oui, parce que c'est assez impressionnant. Quand on voit ce délabrement, on a l'impression que on voit qu'il n'y a plus trop de structure élastique. L'infirmière, avec beaucoup de poigne, a voulu le faire sortir du trou de la fonction et elle a fait sortir par un nouveau trou beaucoup plus large. C'est ça. Voilà. Après, c'est une vieille dame de 90 ans, la peau fragile, etc. Mais effectivement... Il faut être doux avec les vieilles dames. Absolument, très doux. Il faut être doux avec les dames. En général. Merci beaucoup. Ravi d'être là au nom de la Société sénégalaise de cardiologie, mais également d'une quinzaine de pays d'Afrique subsaharienne que nous représentons, le docteur Mounir Dia et moi-même. Nous avons eu une passionnante présentation et nous poursuivons avec les équipes de Chartres, M. Mesra, qui va nous dire qu'il ne faut jamais se fier aux apparences, n'est-ce pas? Donc, tout d'abord, merci au CNCH de me permettre de présenter un syndrome coronarien aigu en apparence. Donc, il s'agissait d'un patient de 79 ans en parfait état général, un patient dyslipidémique, hypertendu avec une forte hérédité cardiovasculaire, un antécédent d'angioplastie de l'IVA en 2014 par un stent tenu et un pacemaker double chambre pour un trouble conductif de haut degré.
Donc l'histoire de la maladie, donc, ce patient il a présenté une douleur thoracique avec une sémiologie typique d'infarctus du myocarde, une douleur constrictive avec une irradiation à la mâchoire, et donc il a consulté aux urgences. Il n'avait pas d'instabilité hémodynamique, son électrocardiogramme était ininterprétable du fait de l'électroentraînement ventriculaire permanent. Et donc il est transféré en salle de coronarographie après 250 mg d'ASPJ IV aux urgences. Et donc, à son arrivée, en salle de cathé, on lui fait une petite échoscopie qui est dans les limites de la normale, comme bien souvent. Et donc, pour la petite histoire, ce patient, il était attendu le jour de son admission pour une chirurgie inguinale, et 10 jours avant, il avait vu son cardiologue qui lui avait dit « rien à signaler, tout va bien ». Donc, la principale hypothèse diagnostique, c'était un syndrome coronarien aigu à très haut risque. On n'avait pas encore la biologie, on ne savait pas si la troponine était positive ou non. Donc ici, c'est son film de coronarographie. Donc c'était un réseau coronaire droit dominant globalement athéromateux avec une mégadolico-artère coronaire droite. Et sur le réseau gauche, on retrouvait une lésion critique de l'IVA proximale tout de suite en amont du stent qui avait été apposé en 2014. Et en fait, c'est un équivalent de resténose avec un aspect très pathologique, ulcéré en coup d'ongle. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce que vous auriez fait face à cette lésion coronaire ? Je réponds à la question. Donc on a décidé de dilater cette IVA qui paraissait très serrée et qui pouvait être responsable des symptômes. Donc on avait prédilaté la lésion, on a mis un stent de 4.0 15 mm avec un très bon résultat final, comme vous pourrez le confirmer. Il restait une plaque à l'ostium de l'IVA, mais jugée non significative. Donc entre-temps, à la biologie, la troponine tombe, donc elle est élevée, donc peut-être un ST-trop plus, mais on a aussi des dédimères qui sont augmentés et peut-être un peu de dysfonction VG avec un NT-proBNP à 465 nanogrammes par millilitre. Rien à signaler par ailleurs. Donc contre toute attente, habituellement l'évolution est spectaculaire et on sauve les patients, ils ont plus mal immédiatement. Sauf que là, la douleur thoracique persistait, voire allait crescendo. Et donc, il fallait qu'on s'explique cette situation. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, dans cette situation ? Vous auriez traité ça par du perfalgan, du natispray. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Vous auriez fait une imagerie endocoronaire, une aortographie. Ou alors, vous auriez dit, le patient peut remonter, tout va bien. On a décidé de faire une aortographie sus-sigmoïdienne parce que c'était un patient qui était quand même âgé avec une hypertension artérielle et voilà, on voulait vérifier que tout était normal. Donc on a fait une aortographie qui montrait ça. Du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop. Donc on voit qu'il y a une insuffisance aortique qui est modérée. Mais l'essentiel, c'était pas ça, c'est qu'effectivement, il y avait un flap intimal très important, et donc c'était une dissection aortique de type A, avec une insuffisance aortique qui était modérée, mais pas sévère, et donc on était face à une urgence vitale. Donc on a poussé le patient à l'angioscanner, qui effectivement confirmait une dissection aortique de type A, avec une porte d'entrée au niveau de la crosse et qui s'étendait à l'aorte ascendante et à l'aorte thoracique descendante et abdominale jusqu'au carrefour aorto-iliaque, avec des troncs supraortiques qui naissaient pas du vrai chenal. Par contre, les vaisseaux abdominaux, l'artère rénale droite, la mésentérique supérieure et le tronc cœliaque naissaient bien du vrai chenal. Donc on a transféré en urgence notre patient en chirurgie cardiaque pour un remplacement de l'aorte ascendante et de l'hémicrosse, et la valve aortique a pu être préservée. Donc l'évolution post-opératoire à 3 mois, clinique et paraclinique, était tout à fait satisfaisante. Donc on peut tirer quelques conclusions en fait de ce cas clinique. Donc devant toute douleur thoracique aiguë, il faut évoquer toutes les urgences. Ça paraît simple, mais il faut pas sous-estimer
Les autres diagnostics, il n'y a pas que le syndrome coronarien aigu qui donne des douleurs thoraciques. Bien prendre la tension artérielle aux deux bras, parce que ça peut donner des orientations diagnostiques. Pas de traitement par P2Y12 systématique, parce qu'effectivement, on ne sait jamais, il peut toujours y avoir une dissection aortique derrière. Et on voit que dans les dernières recommandations sur le NSTEMI, notamment, la charge en P2Y12 n'est plus systématique. Donc les limites de l'échoscopie en salle de choro, là, l'aorte initiale nous paraissait normale, on n'avait pas de trouble de cinétique et pourtant, il y avait bien une dissection aortique. Il faut penser à faire une aortographie sus-sigmoïdienne en cas d'évolution atypique, en post-dilatation, voire la faire avant de dilater la coronaire. Et enfin, il ne faut pas se précipiter sur la coronarographie dans les cas de syndrome coronarien aigu, de douleurs thoraciques un peu borderline, où on ne sait pas véritablement si c'est bien un syndrome coronarien aigu sous-jacent. Voilà, merci. Non. Bon, je pense que c'est une très belle observation. Ça doit sûrement appeler pas mal de commentaires. Pas Jean-Louis? Tu nous as pas du tout parlé de la gestion des antiagrégants plaquettaires chez ce patient qui a un stent dans l'IVA, qui est opéré d'une chirurgie de l'aorte. Ouais. D'habitude, ils thrombosent leur stent. Quand on arrête tout, là, qu'est-ce qui s'est tout a bien passé? Le patient, il avait reçu 250 mg d'aspégique, donc juste avant de rentrer en salle de coronarographie. Il avait reçu aussi de l'héparine du coup pour la coronarographie, mais effectivement, on ne l'a pas chargé en P2Y12, on l'a envoyé en chirurgie rapidement. Et puis, effectivement, avec maintien de l'aspégique IV, on a repris un deuxième antiagrégant dès que possible après la chirurgie. Il n'a pas été chargé sur table, effectivement. Merci. Mon intervention, c'était juste par rapport à l'écho. Je suppose que vous n'y aviez pas vraiment pensé à l'aorte lors de l'échoscopie, mais a posteriori, lorsque vous y avez pensé pour faire le scan, l'aortographie plutôt, est-ce que vous avez pu revoir un peu à l'écho et analyser l'aorte? On avait fait effectivement une échoscopie et l'aorte ne paraissait pas dilatée, il n'y a rien qui nous a sauté aux yeux, il n'y avait pas d'anévrisme, c'était effectivement... Et cette élévation des dédimères ne vous a pas un peu attiré votre attention? On n'avait pas la biologie encore exactement quand on a fait la choro, elle est tombée entre-temps. Ouais. Justement, le diable se cache toujours dans le détail. Ouais, et ça limite un peu de l'échoscopie. Donc voilà. Ouais, puisque vu l'image de Scano, vu l'image de l'aortographie, on se dit que peut-être que l'écho aurait pu montrer quelque chose. Moi, je voudrais juste dire que c'est une très belle observation, mais je pense que la conclusion que tu as faite est assez idéaliste, c'est-à-dire qu'elle a été faite au regard de l'évolution et de l'histoire du malade. Je voudrais savoir, dans la salle, qui c'est qui aurait agi différemment. On a donc un patient qui arrive avec une douleur infarctoïde, on a une fraction d'éjection qui est normale, on n'a pas encore d'élévation des troponines, ou du moins on ne le sait pas. On fait la coronarographie et on tombe sur une sténose serrée et ulcérée de l'IVA proximal. Combien de personnes n'auraient pas dilaté dans ces conditions? Est-ce que vous auriez tous dilaté ou est-ce qu'il y en a qui auraient fait des examens complémentaires auparavant? Qui c'est qui aurait dilaté d'emblée? Non mais voilà, je veux dire, c'est très éclairant. Je veux dire, et qu'on prenne attention aux deux bras, c'est effectivement quelque chose qu'on peut faire facilement. Mais quand on a une sténose ulcérée, est-ce qu'on va faire forcément une aortographie sus-sigmoïdienne? Bah oui, non, effectivement, c'est la douleur. Hein. C'est la douleur. La douleur. En tout cas, c'est très éclairant, mais je pense que et c'est vrai qu'on n'avait pas l'électrocardiogramme n'était pas en notre faveur avec l'électro-entraînement ventriculaire. On aurait bien aimé pouvoir interpréter la repolarisation, mais ça n'a pas été le cas. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup.
Et donc, je me présente, je suis le docteur Bénis de Casablanca. Je remercie le CNCH de m'avoir invité pour présenter la Société marocaine de cardiologie et les cardiologues marocains, et je suis absolument fier. Alors, je voudrais présenter le dernier orateur, qui est le docteur Pfeffer, qui va nous parler d'un thrombus, pas comme les autres. Alors, bonsoir à tous et à tous. Déjà, je voulais remercier le CNCH pour l'invitation et vous d'être ici pour votre écoute. Alors, donc j'ai intitulé mon cas des œdèmes fascinants. Je vous laisserai juger ensuite du jeu de mots. Donc c'est une dame, enfin, j'ai pas de conflit d'intérêt, c'est une dame de 56 ans qui n'avait pas d'antécédents, si ce n'est une hypertension depuis 2019, une conisation sur un papillomavirus et un syndrome dépressif, un gros tabagisme sevré et un traitement habituel assez commun, avec toutefois des antalgiques de manière chronique, et qui nous est adressée pour une choro programmée, plus ou moins une IRM cardiaque. Donc l'histoire de la maladie commence en 2019, avec des douleurs thoraciques angineuses, de repos et une dyspnée d'effort. Elle patiente jusqu'à l'été 2020 où elle se décide de consulter et de faire un bilan cardiovasculaire avec une ETT, tout cela qui reste dans les limites de la normale. Et en mars 2021 apparaissent des œdèmes des 4 membres avec une prise de 10 kg. J'ai précisé quand même qu'elle a été vaccinée après pour éviter les facteurs confondants. Et donc pour ces œdèmes, elle est hospitalisée en médecine interne. Le bilan étiologique écarte une étiologie rénale et hépatique et il s'oriente plutôt vers une entéropathie exsudative. Elle a une hypoalbuminémie isolée avec une diarrhée chronique, sachant qu'elle a eu une fibro, une colo qui était normale, un TAP scan sans lésion suspecte, et une petite éosinophilie qui n'alerte pas, autour de 0,5, 1 giga par litre. Sur le plan cardiaque, ils font l'hypothèse d'une insuffisance cardiaque devant des symptômes angineux, une dyspnée, des œdèmes, et un NT-proBNP initial qui trouve à 1400 et qui, après une petite cure de l'Azilix, passe à 500. Sachant qu'en plus, à l'écho, il y a une FE préservée et des troubles de cinétique segmentaires avec une hypokinésie apicale et inférieure et un comblement de la pointe échogène pouvant correspondre à une épaisse bandelette, mais ils ont un doute sur un thrombus et donc dans tout ce contexte-là, ils nous l'adressent d'une part pour faire la choro, devant les troubles de cinétique, devant l'insuffisance cardiaque à FE préservée et pour faire une IRM cardiaque dans le cadre du thrombus. Et donc moi, quand je la rencontre, à l'examen clinique, il y a une auscultation cardiaque régulière, pas de souffle, pas de signe d'insuffisance cardiaque ni droite ni gauche. Il y a des œdèmes des membres inférieurs, mais ils m'interpellent parce qu'ils sont associés à des œdèmes des avant-bras. Ils sont très indurés, avec un aspect de peau d'orange, des myalgies et des arthralgies d'horaires inflammatoires. Tout ça m'interpelle parce que ça me rappelle étonnamment une patiente que j'avais vue quand j'étais externe, donc quelques années plus tôt, et qui avait une fascite éosinophile, et je me dis que la sémiologie colle beaucoup, mais sans grande conviction. Je sors de la chambre, je demande l'avis dermato, et je continue la prise en charge. Le CG, il y avait des ondes T négatives en V3 et V6, de V3 à V6 et en inférieur. À la biologie donc, que j'ai eu ensuite, je trouve une petite anémie normocytaire, une toute petite inflammation avec une CRPA 11, et encore ces éosinophiles autour de 1,15. Donc c'est pas majeur, mais tout de même, et tout le reste est normal, sauf l'albumine, on en a déjà parlé. Je vous montre les images de la choro comme ce qui était prévu. Donc grosso modo, il n'y a pas de lésion significative. On refait un petit coup d'écho, et on trouve nous aussi, comme ils avaient trouvé dans le centre qui nous l'a adressé, ce comblement échogène de l'apex, qu'on voit bien qui déborde un peu en antéro-apical, en inféro-apical, que vous pouvez voir ici. Hop. Ça c'est sur d'autres images un peu plus zoomées, on voit vraiment cette image qui n'est pas typique de thrombus, qui fait un peu bandelette voilà, au fond de l'apex, et c'est la raison pour laquelle on lui fait l'IRM. Donc voici les résultats de l'IRM. Je vous laisse regarder. Donc on a un aspect en 3 couches, un aspect assez typique, dont on reparlera après, donc avec du myocarde, un hypersignal qui est vraiment posé sur le myocarde, et un hyposignal ensuite. Donc ces 3 couches, c'est ce qui est assez typique finalement de fibrose endomyocardique, avec un thrombus, de la fibrose et du myocarde sain. Donc je vous montre les images en ciné. Voilà, on voit ce thrombus qui est enchâssé dans la fibrose, pas très mobile. Là aussi. Et voilà, en perfusion, on voit qu'il ne prend pas le contraste, donc on est conforté sur le diagnostic de thrombus.
Donc voilà les résultats de l'IRM. Je suis appelé par mon confrère qui, lui, me dit que c'est une image vraiment très rare et qu'il a vu ça une fois à un congrès, d'où l'intérêt de venir à des congrès, et qui me dit que voilà, il y a un VG qui est un peu dilaté, il retrouve les troubles de cinétique dont on avait parlé précédemment, une FE préservée, à la cartographie T1 pré-injection, une fibrose interstitielle assez nette, et voilà cet apex comblé par une prise de contraste intracavitaire relativement épaisse, qui forme un thrombus d'environ 3 cm de longueur dans les différents plans. Et pas de rehaussement myocardique pathologique par ailleurs sur les séquences tardives. Et donc devant tous ces éléments, il évoque le diagnostic de fibrose endomyocardique. Donc on joint la clinique qui a retrouvé cet aspect de fascite éosinophile, la biologie avec les éosinophiles un peu augmentés, et cette IRM assez typique, on la transfère en médecine interne pour compléter le bilan et des diagnostics différentiels sur tout. Donc il n'y a pas d'argument pour une connectivite, il n'y a pas d'argument pour une néoplasie non plus, et les sérologies infectieuses sont normales. Ils lui font l'IRM du membre supérieur qui retrouve, comme vous pouvez le voir sur les images, un hypersignal T2 et diffusion diffus avec un aspect typique de fascite de l'avant-bras. Il décide de surseoir à la biopsie devant la concordance clinico-bioiconographique et il pose le diagnostic de fascite éosinophile avec fibrose endomyocardique. Ils sont un peu embêtés parce que ça n'a jamais été décrit dans la littérature. Il y a un cas décrit de fascite éosinophile avec une péricardite, mais jamais de fibrose endomyocardique. Ça donne pas trop d'atteinte systémique en général, mais bon, devant toute la concordance du tableau, il décide quand même de lancer une corticothérapie avec des bolus pendant 3 jours devant l'atteinte endomyocardique, avec un relais ensuite pérose par cortensile. Et très vite, au bout d'une semaine, à J8, les myalgies disparaissent. Pareil pour les polyarthralgies. Et il y a une régression significative de l'infiltration des membres, avec une normalisation des éosinophiles et de la CRP. Donc ça nous conforte dans ce diagnostic. Nous, sur le plan cardiaque, on l'anticoagule pour le thrombus par des AVK et on lui introduit un traitement par ARA2 à activité antifibrosante chez une patiente qui par ailleurs était hypertendue. Donc 2 mots sur la fascite éosinophile, c'est une maladie rare sporadique avec 2 pics d'incidence autour de 20-30 ans et 45-60 ans. La physiopathe, c'est un infiltrat lymphoplasmocytaire plus ou moins d'éosinophile, donc pas forcément dans les tissus mais il y en a dans le sang, avec 2 phases, une phase inaugurale avec des œdèmes qui sont douloureux, sensibles, symétriques, des arthralgies, et une phase d'état où les œdèmes se mettent à disparaître et laisser place à une enduration cutanée. C'est un des diagnostics principaux différentiels de la sclérodermie. Ce qui doit faire point d'appel, c'est que ça épargne le visage et les extrémités. Il y a un aspect, je vous montrerai des photos en peau d'orange, avec un signe du canyon assez spécifique. Pas de réno, une capillaroscopie normale et pas d'atteinte systémique. Donc à la bio, on a déjà dit une éosinophilie parfois importante, qui diminue progressivement lorsqu'apparaît l'induration. Pas de marqueur auto-immun, l'IRM, donc un diagnostic de fascite, qui peut en plus orienter la biopsie, car le diagnostic de certitude se fait à la biopsie, qui doit aller de la peau jusqu'au muscle. Et au bilan étiologique, il faut pousser pour rechercher des hémopathies surtout, et le traitement, c'est des corticoïdes. Voilà les images, donc c'est des images assez jolies, typiques du signe de canyon. En fait, voilà, il y a le trajet des veines qui se ferait un chemin dans les tissus indurés. Apparemment, c'est typique. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse plus ici, la fibrose endomyocardique, appelée aussi endocardite de Loeffler. C'est un diagnostic qui est rare, difficile, d'étiologie mal connue. On dit souvent auto-immun, génétique, parasitaire ou toxique. C'est une pathologie qui est beaucoup plus connue de nos confrères des régions tropicales, notamment en Afrique et en Asie, devant la prévalence des parasitoses surtout, avec des éosinophilies vraiment chroniques et importantes, mais qui peut se voir aussi dans nos régions tempérées. C'est responsable de cardiopathie restrictive, avec une hyperéosinophilie qui est fréquente et qui d'ailleurs, chez les patients qui ont un syndrome hyperéosinophilique, le fait d'avoir une fibrose endomyocardique, ça accroît la mortalité. C'est potentiellement une toxicité directe des éosinophiles qui entraîne de la fibrose et du thrombus. Et à la clinique, comme on a vu, ça peut être une altération de l'état général, une fatigue, une dyspnée, des œdèmes, voire exceptionnellement en lien avec des thromboembolies à cause du thrombus. À l'ETT, elle peut être normale. Ou alors, il peut y avoir des stigmates de cardiopathie restrictive, un thrombus, surtout apical, un épaississement endocardique, une masse pseudotumorale. L'IRM, elle, pour le coup, est vraiment spécifique, avec un rehaussement endocardique qui touche l'apex du ou des ventricules. D'ailleurs, ça peut donner vraiment, surtout dans la région tropicale, des tableaux d'adiastolie aiguë quand ça touche le ventricule droit, ou alors des IM vraiment sévères quand ça touche le ventricule gauche. C'est non systématisé, avec une cinétique qui le plus souvent est normale dans la zone atteinte. Voilà, avec cet aspect, comme on l'a dit, typique, en 3 couches, avec du myocarde sain, de la fibrose, du thrombus,
Bien sûr, il faut évoquer des diagnostics différentiels. Le premier, c'est la coronaropathie, où là, le rehaussement sera plutôt systématisé, avec un amincissement, cette fois myocardique, une dyskinésie segmentaire et des lésions à la coro, voire la myocardite avec un hypersignal qui sera plutôt sous-épicardique et qui touchera plutôt la paroi latérale que l'apex. Et puis on pourra évoquer aussi la CMH. Le diagnostic de certitude, c'est la biopsie endomyocardique, et le traitement, c'est le traitement de la cause et le traitement du thrombus globalement. Donc là, je vous ai mis des images vraiment pour ancrer ces images. Donc voilà, on peut voir, donc ça peut faire du thrombus également sur la paroi latérale, comme on peut le voir en haut à gauche, avec voilà, cet aspect thrombus, fibrose, myocarde. Ça peut toucher voilà, l'apex, on le voit en bas. Puis voilà. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, quelques petites remarques, c'est que il y a aussi de la place pour la chirurgie. Il y a le professeur Métras, que j'ai connu, qui est de Marseille, qui a beaucoup travaillé en Afrique, en Côte d'Ivoire, sur un certain nombre de cas de chirurgie avec des endartaectomies dans des cas comme ça de fibrose endomyocardique. En général, l'attention est attirée par l'aspect échographique de cardiopathie restrictive, on y pense, ou d'adiastolie, et à partir de là, l'IRM facilite un peu le diagnostic. Il est fréquent d'avoir beaucoup de thrombus, donc l'anticoagulation est de mise extrêmement importante, et bien sûr la corticothérapie. Il y a quelques places réduites aujourd'hui pour la chirurgie, mais bravo pour votre cas. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Voilà, ben écoutez, merci. On va donc conclure parce que l'heure avance. Et on va passer à la session suivante. Voilà. Et donc, on vous communiquera ce soir à la péniche les lauréats de cette présentation de cas cliniques. Merci beaucoup.